Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir et bienvenue à cette première de Territoire d'innovation, émission qui se voudra bimensuelle, et dont la première est ce soir, avec une thématique particulière qui nous concerne vraiment de façon préoccupante, l'emploi et l'insertion des jeunes. Autour de moi, ce soir, on a 5 belles personnes. Je commencerai par Victoire Betco de Jeunesse Outre-mer. Bonsoir. Bonsoir, Kenny. Madame Jennifer Linon, de la région Guadeloupe, présidente de la commission formation professionnelle, insertion et apprentissage. Bonsoir, Jennifer. Bonsoir, Kenny. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Gilles Plumasso, directeur territorial pour l'emploi Guadeloupe et Île-du-Nord. Bonsoir. Bonsoir également et bonsoir effectivement à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10 et aux invités. Et Christine Guignot, Fort Alternance. Bonsoir. Kenny. Bonsoir et Jacqueline Giou. De Fort Alternance également. Fort Alternance aussi. Enchanté. Ça. Alors, très beau plateau ce soir. Et nous allons débattre de cette question, l'emploi et l'insertion des jeunes. Et surtout, pour un peu poser le contexte, on a bien vu qu'au mois de novembre dernier, la crise a mis en exergue la thématique de cette jeunesse en perte de sens, en perte d'emploi. Pour autant, il y a des initiatives qui sont faites sur le territoire, qui portent leur nom, qui ont des actions concrètes et surtout des fins extrêmement intéressantes. Et ce soir, maintenant, c'est de comprendre maintenant, comme le disait Didier Delpech, cette jeunesse qui se veut hétérogène et sur laquelle maintenant il faut apporter des solutions concrètes et surtout pragmatiques. Je voudrais commencer par Victoire Betco. Oui. Jeunesse Outre-mer, qu'est-ce que c'est? Alors, Jeunesse Outre-mer, c'est un réseau. C'est le premier réseau professionnel ultramarin. Et nous existons depuis 2013. Ça a été créé par Loïc Iscaïès et Myriam Hunt. Et nous avons comme objectif de maintenir ce lien entre ultramarins. Nous sommes positionnés un peu partout, Saint-Martin, Martinique, Guyane. Et nous favorisons le lien entre ultramarins, mais également l'accompagnement dans l'insertion professionnelle et de création d'entreprises. Je pose une question maintenant du côté de Fort Alternance. Qu'est-ce que la jeunesse? Parce qu'on entend parler de la jeunesse, le problème des jeunes, les jeunes ceci, cela, mais vous qui êtes en contact de cette jeunesse par-delà l'alternance et surtout par-delà les besoins des entreprises, qu'est-ce que représente pour vous la jeunesse? Ce serait quoi une définition? Il y a plusieurs jeunesses. C'est ça. C'est ce qu'on va répondre tout d'abord. Alors, nous avons effectivement 657 personnes en ce moment en apprentissage au Centre Fort, réparties sur beaucoup de formations, bien sûr. Une jeunesse, oui, qui change à chaque époque. Chaque année apporte son lot de nouveautés. On ne peut pas dire que c'est figé. Chaque année, c'est différent. Donc, on essaie de les accompagner au mieux. J'ai d'ailleurs repassé une formation de psychothérapeute pour pouvoir accompagner au mieux tous ces jeunes. Voilà, et nous sommes vraiment très agréablement surpris par leur potentiel et puis parfois aussi très désagréablement surpris par leur manque de motivation ou d'engagement. Mais en tous les cas, c'est une très belle expérience d'être à leur côté. En termes de pourcentage d'insertion, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Alors, ça dépend, on va dire, des secteurs d'activité. Sur certaines filières, par exemple, on est sur 80-90% de réussite. Sur d'autres filières, on peut avoir 50%, donc ça dépend. Ce que j'ai envie de dire par rapport à cette jeunesse dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'on voit quand même évoluer beaucoup les besoins des jeunes.
Ça va très vite, hein, le monde du travail évolue très très vite et donc cette jeunesse qui arrive aujourd'hui a des besoins très spécifiques et ils ont envie d'intégrer le monde du travail très rapidement, mais quelquefois ils ne sont pas totalement préparés et pas suffisamment accompagnés également. Donc notre rôle justement c'est de les préparer à cela. Gilles, ce serait quoi ta vision, toi, sur la jeunesse guadeloupéenne de maintenant? Est-ce qu'il y a eu un avant et après novembre, ou est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est continu? Alors, je vais rejoindre le propos de nos deux collègues de Fort. Il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Il y a des jeunes autonomes, il y a des jeunes non autonomes, il y a des jeunes diplômés, il y a des jeunes non diplômés. Il y a des jeunes qui rencontrent des difficultés d'ordre social, d'autres non. Dans notre jeunesse, il y a ceux aussi qui n'ont pas de formation, il y a ceux qui n'ont pas de réseau. Donc, effectivement, on retrouve ces tendances avant et après crise. Ça a été bien mis en évidence pendant la crise, mais ce sont des tendances en fait, qu'on observe depuis des années. Et tout le défi pour l'ensemble des acteurs qui œuvrent en vue de leur insertion va être de pouvoir personnaliser les réponses qui vont être apportées et aussi de trouver effectivement les complémentarités entre nous pour pouvoir justement les aider à retrouver une insertion durable quand c'est leur souhait. Donc je finirai par la région. Chef de file sur la coordination, puisque là je pense bien que c'est le rôle de cette instance supra. Toi, Jennifer, comment tu vois cette coordination, pléthore d'acteurs sur le territoire, une jeunesse qui est multiple, hétérogène, comment la région appréhende ça? Bien, c'est vrai qu'en effet, il y a des jeunesses, mais j'ai envie de dire que nous, Région Guadeloupe, nous parlons à cette jeunesse, mais en globalité à la jeunesse. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a une jeunesse qui se cherche, il y a une jeunesse qui réussit de manière plus habile parce qu'ils ont plus de moyens, mais nous, Région Guadeloupe, nous devons parler à la jeunesse guadeloupéenne, à cette somme de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui ont besoin de la Guadeloupe en qualité, comme tu l'as dit, de chef de file de la formation. Et en réalité, parler à cette jeunesse, ce n'est pas que parler de la formation, mais c'est aussi assurer une certaine coordination entre les politiques publiques. C'est pour ça d'ailleurs que le législateur l'a compris, puisque très récemment, il y a une loi, en tout cas en 2017, donc ça remonte quand même, mais c'est quand même à court terme, cette loi qui nous donne cette possibilité, qui nous ordonne même, de mettre ensemble ces politiques publiques pour que la politique régionale, qu'elle émane des collectivités majeures ou en tout cas des mairies, ne fasse qu'un pour avoir justement une politique adaptée. C'est notre rôle à la région Guadeloupe et nous le faisons avec tous les acteurs. Nous le faisons avec le Pôle emploi, nous le faisons avec les différents centres de formation. Mais parler de la jeunesse et parler de la formation, c'est pas tout. C'est surtout vous dire que cette jeunesse, pour l'accompagner à la formation, il faut surtout lever les freins périphériques. Il faut surtout l'accompagner de manière culturelle. Il faut l'accompagner de manière sportive. Il faut accompagner ces mères et ces pères de famille dans leur rôle de tous les jours. C'est-à-dire trouver des structures pour les enfants. C'est-à-dire que les mères puissent partir avec un esprit assez léger en formation, avec cette envie d'être compétitif et de s'adapter au marché de l'emploi. Victoire, sur ça, tu nous dirais quoi? Toi, Réseau Outre-mer, qui a cette vision outre-mer de la jeunesse et plus spécifiquement de la Guadeloupe. Je vais un peu reprendre tous les dires parce que c'est une vérité. Alors, pour moi, pour nous, la jeunesse, il y a deux aspects. Il y a l'aspect philosophique où tu aimes entreprendre, tu es actif, tu aimes apprendre. Donc pour nous, tu es jeune en soi. Tu peux adhérer à l'association et œuvrer, mettre à bon escient ce que tu souhaites pour nous accompagner dans nos actions. Et il y a aussi l'aspect sociologique, tout simplement, où on dit aujourd'hui que quelqu'un de 50 ans, il est senior. Donc on va dire que tous ceux qui sont en dessous de 50 ans sont jeunes. Donc des étudiants... Bon, j'ai pas encore 50 ans, ça va, c'est bon. Donc voilà, des étudiants aux actifs, aux non-actifs malheureusement. Et là, c'est nos dispositifs actuels ciblent en fait ce type de jeunes. Très bien. Voilà. En termes de maintenant qu'on a bien cadré un petit peu ce mot jeunesse, qui est très employé, qui est très galvaudé, je peux le dire ainsi. En termes de dispositifs maintenant, quelles sont les innovations qui sont mises en place actuellement et surtout, est-ce qu'elles fonctionnent? Ce serait ça la question suivante. Je m'adresse à toi, Gilles.
Alors déjà, il faut savoir qu'au plus fort de la crise et durant la crise, le gouvernement a mis en place un dispositif, un jeune, une solution. L'idée était effectivement d'apporter à chacun des jeunes une réponse adaptée à sa situation, de manière à ce qu'aucun jeune ne soit laissé sur le bord de la route. C'était ce qui présidait donc, à ce dispositif. Concrètement, il s'est traduit par quoi? Par de la formation que nous avons mis en place, notamment en lien très étroit avec la région et de façon très complémentaire, par de la mobilisation de mesures pour l'emploi, comme des emplois aidés, par de l'accompagnement intensif par le biais des conseillers, et par aussi une série de prestations de manière à lever justement l'ensemble de ces freins périphériques, leur donner les codes pour pouvoir s'insérer durablement sur le marché du travail, travailler sur les soft skills, donc tous les aspects un peu comportementaux, de façon effectivement à ce que ces derniers puissent durablement s'insérer, mais en tout cas avoir des outils et agir de façon autonome. Est-ce que les soft skills, comme tu l'as dit, c'est des choses qui sont plus demandées maintenant sur le marché de l'emploi, ou on est encore sur des choses assez standards, arriver à l'heure, être un bon comportement, ou maintenant c'est quelque chose qui est passé à une instance supérieure, on va plus regarder le savoir-être, à même préférer ce savoir-être à la compétence en tant que telle? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, moi je vais me référer à ceux qui ont emploi, à savoir les entreprises. Ce sont des compétences qu'elles recherchent prioritairement. La majorité des entreprises partent du principe aujourd'hui, quand le métier le permet, que les compétences techniques peuvent être apportées. Elles peuvent s'acquérir. Les compétences comportementales, ces fameux soft skills, c'est plus compliqué. Et donc il faut effectivement continuer à travailler sur ces derniers et faire comprendre à l'ensemble de notre jeunesse, et enfin, en particulier, puisque c'est le thème ce soir, bien que ces compétences sont également primordiales aux yeux des entreprises, et tu en as cité quelques-unes. Très bien. Je passe maintenant sur Fort Alternance. Pourquoi on parle de CFA+? Parce que j'ai bien compris maintenant, le nom c'est CFA+, Fort Alternance. C'est quoi le... Puisque depuis plus de 30 ans, Fort existait en tant que Fort Alternance, centre de formation où on faisait beaucoup de formations continues, mais aussi des formations en contrat de professionnalisation. Depuis 2 ans, nous sommes CFA, donc on a rajouté CFA+, puisque c'était un plus, effectivement. C'est quoi un CFA pour que tout le monde puisse connaître? C'est quoi un centre de formation d'apprentissage, donc qui s'adresse à des jeunes de 17 à 30 ans. Alors, pour ma compréhension, l'apprentissage, l'insertion, l'alternance, la différence, est-ce que c'est la même chose, les trois termes ou pas? Alors, les trois sont intimement liés, bien évidemment, mais l'alternance peut se faire effectivement en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. L'insertion, bien évidemment, elle commence à partir de l'apprentissage, puisque l'apprenti est en centre, mais en même temps en entreprise, donc il fait un premier pas dans le monde de l'entreprise. Donc, vous voyez, les trois sont reliés, en fait, intimement. Très bien, je suis un jeune, moi je ne sais pas franchement ce que je veux faire. Je viens à Fort Alternance, comment ça fonctionne? Vous avez déjà un parcours prédisposé? Comment ça fonctionne concrètement, ça? Oui, alors je suis en charge beaucoup de recevoir les jeunes qui arrivent. Donc ils prennent rendez-vous où ils arrivent parce qu'ils passent, ils viennent me voir. Donc je les oriente un peu, je leur pose beaucoup de questions sur effectivement ce qu'ils entendent par alternance, justement, par apprentissage. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Est-ce qu'ils ont bien conscience de ce qu'ils veulent? Est-ce que la formation qu'ils visent est bien en rapport avec leurs idées? Et puis après, je les aide à refaire leur CV. On est sur l'accompagnement, coaching, etc. Et puis après, par la suite, ça sera effectivement les accompagner sur leur engagement, leur motivation et bien évidemment leur posture professionnelle auprès des entreprises et dans la société tout court. Très bien, merci. Jennifer, formation professionnelle, accompagnement du projet professionnel. La région Guadeloupe est très sensible à ça? La région Guadeloupe ne peut pas faire autrement. C'est le cœur de métier, si on peut dire ça comme ça. Développement économique, formation professionnelle. Vous êtes là pour permettre aux Guadeloupéens d'être compétitifs, d'avoir les meilleures conditions d'employabilité. Ça veut dire qu'en fonction de votre territoire, vous devez mettre en place les formations qui sont adaptées. Et c'est en ce sens que chaque année, la région Guadeloupe a pour socle, c'est un socle qui est défini avec l'État, de mettre en place 2200 entrées en formation.
à travers les différents centres, vous devez, voilà, c'est le socle, c'est votre objectif annuel. Au-delà de ça, vous avez des entrées supplémentaires à faire, mais elles sont toujours intrinsèquement liées au métier en tension, à l'avenir du territoire. Et ce que nous faisons également à la région Guadeloupe, c'est que au-delà du plan régional de formation, nous allons plus loin et nous mettons en place ce que nous appelons les appels à projets, pour permettre aussi, comme s'intitule d'ailleurs l'émission, aux centres de formation, aux acteurs de la formation, d'être dans l'innovation. Voilà notre objectif à la région Guadeloupe. Nous avons des métiers à développer dans le secteur de la mer, de la pêche, de l'économie verte. Si je me rappelle bien, l'appel à projet, il est sorti récemment. Là. Alors, les appels à projet, ils sortent régulièrement. Il y en a un qui est sorti en effet très récemment, mais ça se fait en fait de manière très régulière. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point les centres de formation peuvent innover. En montant justement à Canal 10, il y a un formateur qui m'envoie la production des élèves, à savoir des boucles d'oreilles qui ont été créées avec du cuir en écailles de poisson. On est, objectivement, nous sommes vers l'avenir, puisque vous créez une matière de qualité, un produit de qualité, avec ce qu'on pouvait, il y a quelques années, considérer comme être un déchet. Donc aujourd'hui, voilà ce que nous demandons au centre de formation, d'être dans le programme régional de formation, mais surtout d'aller plus loin, de répondre à des appels à projets, d'être dans l'innovation pour créer des métiers d'avenir. Puisque les métiers classiques, ils sont là, oui, c'est le socle. Mais aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont influenceurs, qui sont youtubeurs. Et ce sont des personnes qui gagnent correctement leur vie. Et demain, après-demain, il y aura encore d'autres métiers. Et la région Guadeloupe doit être là. Nous devons répondre à ces rendez-vous. Et nous le faisons à travers les appels à projets, mais aussi à travers d'autres actions qui sont beaucoup plus individuelles et là qui sont beaucoup plus financières et budgétaires. Très bien. Victoire, donc pour toi, est-ce que maintenant la formation par alternance remplacerait ou serait maintenant la voie royale par rapport à cette formation initiale qu'on nous a toujours présentée comme étant la voie la plus classique possible? Je ne dirais pas que l'alternance peut remplacer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je peux dire qu'on peut favoriser un secteur ou un autre selon ses aspirations. Je rejoins, alors j'ai un petit détail à soulever, c'est que je suis entourée de nos partenaires Jeunesse Outre-mer, nous sommes accompagnés et je vous remercie déjà par rapport à ça. Je relève ça parce que M. Plumasso, en fait, tout le monde, on a parlé de savoir-être, savoir-faire, d'attitude, de comportement. Et nous avons lancé le dispositif Insertion Plus l'an dernier, qui a été subventionné par la préfecture. Et la particularité de ce dispositif, c'est que nous nous sommes rendus compte que nous avons des jeunes diplômés ou pas. Donc, ce n'était pas forcément un problème de diplôme, de compétences. C'était des jeunes qui étaient sans doute perdus, qui ne savaient pas forcément ce qu'ils voulaient faire. Donc, pour ça, on a intégré le coaching comportemental, professionnel, motivationnel, avec nos deux coachs, donc Gilles Casimir et Sylvia Brosse, qui sont là, qui sont impliqués et qui permettent, en fait, à la fin des 3 mois, le bénéficiaire, il ressort avec une motivation, avec des perspectives d'avenir qui sont différentes. Parce que là, on a travaillé sur la confiance en soi, on a travaillé sur qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Et donc, dans tous les cas, s'il veut repartir et faire une formation initiale, tout simplement, parce que quand il est ressorti, il s'est dit c'est ce qu'il veut faire, il le fait. Parce qu'au final, là, on parle de comportement, là, on parle de ce qu'on veut réellement faire. Donc, on peut favoriser l'alternance, mais tout dépend de ses aspirations et de ce qu'on veut vraiment. Fort alternance, vous dites quoi sur ça? Alors, je rebondis sur ce qu'elle dit, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on parle beaucoup de comportement des jeunes, de l'attitude, de la posture professionnelle. Et c'est vrai qu'on le constate, les jeunes font le choix de l'alternance, de l'apprentissage, parce qu'il y a l'aspect financier, il ne faut pas se le cacher de toute manière. Hein, c'est une espèce d'autonomie aussi financière pour ces jeunes-là. Et derrière, ils n'ont pas la mesure, je crois, que dans le monde du travail, il y a des savoir-faire, des savoir-être, mais il y a aussi la production qui est derrière. De toute façon, il faut être rentable. Et ce que l'entreprise attend, c'est que le jeune soit opérationnel. Donc, il faut quand même les préparer. Et c'est vrai que ce que vous faites en amont, c'est quand même intéressant. Nous souhaitons que tous les jeunes qui viennent soient préparés à cela. Nous, on le fait un peu forcément, puisque lorsqu'on les reçoit, que Christine les reçoit, on les accompagne, on leur parle de l'alternance, des obligations, de l'attitude et tout. Mais c'est vrai qu'il faudrait pousser un petit peu plus loin. Mais étant donné qu'on a quand même derrière un objectif de diplôme,
et d'insertion, on n'a pas trop le temps on ne peut pas passer beaucoup de temps à cette étape-là. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Gilles, je crois qu'en 2022, vous avez fait une étude des besoins de main-d'œuvre. Et suite à cette étude, est-ce que tu peux nous faire un retour sur celle-ci et surtout les actions qui ont découlé de cette étude? Alors, c'est une étude qui est menée chaque année par Pôle emploi, besoin en main-d'œuvre, pour nous permettre, qui consiste à interroger les entreprises sur leurs intentions d'embauche. Et cette étude, qui est une étude prospective, nous permet par la suite de flécher justement les programmes de formation en lien avec les dynamiques et les besoins du territoire. Puisqu'on a beaucoup parlé de l'intérêt de la formation, mais comme on aime à le répéter, il ne s'agit pas de former pour former, mais il s'agit de former en lien avec le territoire sur lequel nos jeunes évoluent et dans lequel ils veulent s'insérer. Et clairement, Mme Linon l'a précisé, il s'agit aussi d'innover, mais d'innover aussi avec des dynamiques qu'on va observer. Donc on a parlé de possibilités notamment dans le domaine maritime, dans le domaine de la pêche, dans le domaine du tourisme, dans le domaine du numérique. Donc autant de besoins, d'intentions qui apparaissent à l'issue de cette enquête et qui nous permettent derrière, en tout cas, d'adapter nos programmes de formation et de préparer en particulier notre jeunesse à occuper les emplois qui vont émerger. Alors, quels sont les métiers sous tension et quels sont les métiers qui recrutent? Il y a des métiers qui restent attractifs, notamment dans le domaine du commerce, où il y a des besoins qui sont conséquents. Alors, avec tout niveau de qualification et tout type de métier dans le commerce, il y a des besoins aussi dans le domaine du tourisme. Donc, on parle du serveur, on parle des chefs de rang, il y a des besoins au niveau de l'hôtellerie, on parle également de barman. Donc, autant de besoins dans ce secteur. Il y a des besoins également dans tout ce qui est en lien avec les services et des besoins aussi, notamment, qui émergent dans le numérique. Donc, voilà, autant de secteurs attractifs et sous lesquels, effectivement, les différents organismes interviennent dans le cadre de la formation continue, dans le cadre de la formation par le biais de la permanence, l'apprentissage, voire de la formation individuelle. Alors, est-ce que ces métiers trouvent preneur chez les jeunes en particulier? Alors, il faut justement beaucoup communiquer autour de ces métiers, en participant notamment à des séminaires, en mettant en place des job dating, en mettant en place des simulations au sein des entreprises. Bref, toute une série de manifestations de façon à ce qu'on puisse rendre attractifs ces métiers. Donc d'ailleurs, les entreprises jouent le jeu en accueillant ces jeunes dans le cadre de mise en situation, en communiquant énormément sur ces métiers nouveaux ou moins nouveaux, bien en tout cas réguliers, et ça nous permet effectivement d'attirer cette jeunesse vers ces métiers, en tout cas leur garantissent par la suite un emploi. Très bien, merci. Je pense que l'heure de la pause est arrivée, donc nous nous retrouvons juste après cette pause de publicité. Bonsoir, on nous revoici pour la deuxième partie de Territoire d'innovation. Victoire, tu avais une question pour Gilles Plumasso? Oui, alors pas forcément une question, mais je veux rebondir sur le fait où il faut favoriser le lien, parce qu'on parle de ce qu'on met en place aujourd'hui, à savoir qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place, mais ce qui est bien, c'est qu'on est en complémentarité, c'est-à-dire qu'on est en appui l'un sur l'autre. Dans l'association Jeunesse Outre-mer, nous avons des événements qui s'appellent le Jump Connect, le Jump Drink ou le Forum Pro Jeunesse. Et ces événements sont là pour garder le lien, c'est-à-dire pour donner l'opportunité aux dirigeants, porteurs de projets, demandeurs d'emploi ou aux recruteurs de se rencontrer. Et là, créer une opportunité professionnelle pour chacun. Donc, c'est le réseautage, en fait, c'est le networking, c'est devenu clairement à la mode, c'est ce qu'il faut favoriser. Et c'était pour rebondir sur ce que M. Plumasso a dit, garder le lien, faire des networking et vraiment rester proche des problématiques, parce que c'est en étant en contact avec eux, des fois, qu'on a une information précieuse qui permet d'ajuster ou de mettre en place un dispositif qui peut aider. Et comme tout principe d'un dispositif, il faut qu'il soit proche de sa population pour qu'il puisse fonctionner. Exactement, c'est ça. C'est un peu le dispositif qui est mis en place par la région, le PAGE, le plan d'action jeunesse, qui est parti de besoins spécifiques et qui se déploie sur l'ensemble de la région Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Jennifer, s'il te plaît? Tout à fait. Le PAGE, c'est un dispositif phare de la région Guadeloupe. C'est le plan Action Jeunesse, où nous avons à peu près 42 actions
avec un montant, en tout cas un budget qui est affecté, qui est considérable, puisque c'est environ 5 millions que nous affectons justement pour les jeunesses, en tout cas la jeunesse guadeloupéenne, et vous dire donc qu'il y a différentes actions et surtout un maillage avec les différents acteurs. Donc c'est se dire que nous partons d'un constat, se dire que la jeunesse, l'accompagner pour tous les jours, c'est surtout l'accompagner dans différents secteurs. Donc oui, on va parler formation, comme je le disais au début de l'émission, mais nous allons l'intégrer par le sport, par la culture, par l'enseignement, par d'autres, en tout cas, leviers qui vont intéresser la jeunesse. Et c'est se dire que le jeune, il faudra lui proposer un parcours sans couture. Et d'ailleurs, c'est un terme très à la mode en ce moment. Vous avez un jeune qui, par exemple, maîtrise une certaine compétence, mais qui a besoin d'un bloc de compétences complémentaires. Il a besoin, par exemple, d'un apport linguistique parce qu'il veut avoir des gîtes de qualité. Eh bien, c'est se dire qu'on peut faire ce maillage-là. Donc, et ensuite, vous pouvez faire un autre maillage et se dire coupler la formation avec du sport. Coupler la formation avec un dispositif complémentaire et se dire qu'après la formation, nous allons tout de suite l'accompagner avec, par exemple, des dispositifs économiques qui existent. Ils existent à l'échelle régionale, ils existent à l'échelle étatique. En tout cas, particulièrement pour la région, nous avons ce que nous appelons l'ARDA, l'aide régionale pour le démarrage d'activité, ou encore l'ARIS. Mais la région Guadeloupe, en qualité de chef de file, mais surtout de collectivité majeure, a d'autres leviers. C'est-à-dire que nous avons aussi cette possibilité, eh bien, d'avoir un réseau, ce qu'on appelle le réseautage, avec d'autres organismes. Et pour parler d'un axe fort, par exemple, du PAGE, vous avez des jeunes qui sont formés, qui ont créé une entreprise et qui ont besoin d'un local. Aujourd'hui, nous avons par exemple des bailleurs sociaux. Des bailleurs sociaux qui, pour faire vivre justement les différentes habitations d'une résidence ou d'un lotissement, ont besoin par exemple de commerce, ont besoin de jeunes qui vont investir dans une activité qui va faire vivre un certain secteur. Donc c'est ça le PAGE. Le PAGE, c'est se dire que oui, nous avons la formation. Donc vous avez un acteur sur la formation de la région Guadeloupe qui va travailler de manière intense avec le Pôle emploi, de manière intense aussi avec la mission locale, avec le Cap emploi, parce que parler de jeunesse, c'est aussi parler de ceux qui sont en situation de handicap. Et par la suite, eh bien, vous dire qu'on est là, sur ce socle-là, mais après, il y a d'autres socles qui gravitent autour. Et nous allons pouvoir, par exemple, mettre en place un statut de joueur fédéral pour un jeune, par exemple, qui a excellé en France hexagonale en matière dans le domaine du foot, mais qui veut revenir ici et qui doit transmettre ses compétences. Nous pouvons faire cela, lui accorder donc un statut qui va lui permettre de former d'autres jeunes avec une certaine indemnité, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, oui, il faut former, mais derrière la formation, c'est important aussi pour ces jeunes-là d'avoir une certaine indemnité pour leur permettre de vivre ou de survivre, tout simplement, mais aussi avoir... C'est une question de dignité. Aujourd'hui, nous sommes en 2022 et il est vrai que si vous n'avez pas forcément les moyens de vos ambitions, et là on parle de moyens financiers, vous n'y arrivez pas. Et la région Guadeloupe est là justement pour servir de béquille ou en tout cas de tremplin à tous ces jeunes-là, de cheville ouvrière, à tous ces jeunes-là qui veulent aller plus loin. Jusqu'à quel âge je peux candidater? C'est jusqu'à quel âge? Je vois que j'ai séduit, c'est intéressant. C'est jusqu'à quel âge? On est efficace. C'est jusqu'à quel âge? Jusqu'à 35 ans. Ah mince alors. 35 ans. Mais par rapport à l'intervention de Mme Linon, ce qui est intéressant, c'est que lorsque les dispositifs sont mis en place pour les jeunes qui sont attractifs, qui correspondent à leurs besoins, ils répondent favorablement. J'en ai pour preuve un dispositif, un événement qu'on a organisé récemment du Stade vers l'emploi, où nous avons invité plus d'une centaine de jeunes qui ont répondu présent et qui se sont prêtés à l'exercice du matin, donc montrer leur aptitude à travers des épreuves sportives ludiques, jeunes qui étaient mélangés à des employeurs, et l'après-midi sur un job dating un peu plus classique. Et les jeunes ont répondu présent. Et ils ont su, à travers ce Stade vers l'emploi, valoriser leur aptitude auprès des employeurs l'après-midi. Je tiens à souligner également que ces employeurs eux-mêmes ont joué le jeu, puisqu'ils ont consacré la journée à l'événement, et ils ont effectivement reçu... On a vu ta photo aussi, hein. Donc, on a vu la tenue, le sportif, oui. C'était adapté à la situation, il fallait se fondre dans la foule. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que les employeurs jouent le jeu, parce que on l'a dit, sans les employeurs, tous les efforts que nous mettons en œuvre
je dirais, sont 20. Donc il s'agit aussi de travailler avec eux. Et l'ensemble des... Jennifer l'a dit, Victoire l'a dit également, au niveau de Fort Alternance ça a été dit, la complémentarité est plus que nécessaire. Et c'est que chacun va apporter sa pierre à l'édifice et au final permettre aux jeunes de s'insérer durablement. Et pour terminer par rapport aux besoins de main-d'œuvre, en lien avec justement ces dynamiques observées, eh bien, on va bientôt organiser un job dating autour des métiers de l'hôtellerie-restauration parce qu'il y a énormément de besoins avec la reprise économique, avec l'assouplissement au niveau du pass sanitaire et également avec un événement phare porté par la région, la Haute-du-Rhum. Donc, on veut accompagner effectivement ces besoins des entreprises et mettre en relation employeurs et entreprises. Donc, pour le mois de mai, on va organiser un événement autour de l'hôtellerie-restauration pour satisfaire les besoins et on va inviter en particulier la jeunesse à se mobiliser et à se présenter autour de cet événement parce que là, les besoins sont plus que réels. Très bien. Je voudrais qu'on parle aussi de cette jeunesse très qualifiée, Bac+. Et dessus, quel est votre avis sur cette jeunesse en termes de comportement, mais surtout d'insertion et comment vous l'accompagnez? Alors, un très bon taux d'insertion post-études Bac+3, 4 et 5. Nous avons beaucoup de partenaires, donc des centres de formation de métropole qui sont partenaires aux Antilles Guyane exclusivement avec nous. Le CESI, Focop, Magnitude, Thalys, qui proposent des bachelors, des masters, dans des secteurs complètement diversifiés. Ça va vraiment sur le numérique, sur le commerce, sur l'administratif, sur la finance. Et effectivement, on a vraiment un taux d'insertion qui est remarquable. Mais pour rebondir par rapport à ce que disait M. Plumesso, moi je trouve qu'il y a un travail qui est fait avec le Pôle emploi, avec la région, avec tous les acteurs qui est remarquable depuis quelques temps. Parce que les job dating qui sont organisés par le Pôle emploi sont extraordinaires. On y est à chaque fois. Et à chaque fois, ça amène vraiment un lien. Et ce lien, alors ça nous permet bien sûr de pouvoir montrer notre innovation sur les études supérieures, sur le numérique, sur aussi des recyclages, etc. Mais ce lien, il est ténu, il est de plus en plus ténu avec la région aussi, avec les associations comme l'association de Dali, comme d'autres associations, où vraiment on voit que tous les acteurs se regroupent. Et ça fait plaisir parce que c'est assez récent. Je dirais, on a une force en ce moment, je trouve, qui est vraiment importante. Et sur les études supérieures, moi, c'était mon créneau parce que, en fait, quand je suis arrivée chez Fort, il n'y avait que des bacs et des bacs +2. Et en fait, je me disais, mais c'est ridicule de voir partir toute cette force vive, tous ces jeunes Guadeloupéens qui, en fait, sont pur potentiel et qu'on laisse partir au Canada, aux États-Unis, en métropole. Pourquoi on ne les retiendrait pas? Il n'y a pas une offre énorme à l'université. Enfin, il y en a une belle, mais pas suffisante. Et donc, voilà. Donc, je démarrais par une action. Et puis, Jacqueline m'a rejoint en disant, oui, tu as raison, allez, on va y aller. Didier Delpech nous a accompagnés. Les partenaires aussi. On a cherché des partenaires. Et aujourd'hui, c'est 200 personnes sur les études supérieures. Très bien. J'ai bien noté cette notion de cohérence que tu viens de noter. Et je voulais savoir, est-ce que ce n'est pas la vocation de cette instance jeunesse qui est en train d'être mise en place? Est-ce que ce n'est pas ça, Victoire? Ah oui. Alors, suite à la crise sociale de novembre, il est ressorti, suite à certaines réunions, qu'il aurait fallu mettre en place une instance jeunesse pour laisser les jeunes s'exprimer. Voilà, là. Et il y a tout à faire en soi. Donc, je profite pour dire que... Tu fais un appel, c'est ça? Un appel, voilà. Jusqu'à quel âge? Parce qu'il faut savoir maintenant. Jusqu'à 40 ans. Jusqu'à 40 ans. Ah, mais je suis pas dedans. Non, mais tu as la possibilité de participer au comité de pilotage. C'est-à-dire que nous avons mis en place, parce que là, c'est vraiment de l'ingénierie, on est vraiment technicien sur ce projet jusqu'en juillet. Tous les jeudis à 19h, on se réunit. Donc, il y a un comité de pilotage ouvert à tous. Donc, même ceux qui nous regardent, si vous voulez participer à la création de cette instance jeunesse avec plaisir, et vous également, tous les jeudis à 19h, allez sur le site jeunesseoutremer.org pour vous inscrire. Vous serez intégré sur le groupe WhatsApp afin d'avoir toutes les informations nécessaires. Et là, il y a tout à faire.
Parce que là, on s'est dit, les jeunes ils veulent s'exprimer. Là, il faut créer un instant jeunesse. Mais on a besoin de vous, on a besoin de ne pas refaire les mêmes choses. Parce qu'il existe énormément de dispositifs, on en parle. Sauf qu'on n'a pas envie de refaire des doublons et on a envie d'adapter les dispositifs en fait, à la problématique réelle du terrain et de comment ça se passe, comment on peut améliorer les choses et entendre ce que les jeunes ont à dire en soi. Donc, cette instance servira à ça. Et nous comptons sur vous pour nous aider parce qu'il y a tout le millefeuille administratif à faire et il y a des projets qui ont déjà été entamés mais qui n'ont pas abouti. Donc il y a beaucoup de travail en amont qui ont déjà été faits. Donc au lieu de reprendre, on peut tous le voir et faire cette veille. On est en train de faire cette veille actuellement par rapport à notre projet et nous sommes en train d'énumérer tous les dispositifs, collectivités, associatifs et même des institutions qui existent déjà. Nous sommes en train de faire un gros travail par rapport à ça. Mais s'il y a des personnes qui ont des informations et qui sont même dans les institutions en question et les associations, vous venez et on met à plat tout ce qu'il y a à mettre à plat pour centraliser toutes ces informations. Parce que ça rentre pas dans le page, ça? Non? Il n'y a pas de parallèle possible? Oui, on peut tout à fait. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour lancer parce on appelle aussi jusqu'à quel âge? Préciser l'âge. Alors c'est complémentaire puisque ça rentre dans le page, mais pour tous les jeunes, en tout cas pour tous les Guadeloupéens qui veulent savoir ce qu'est le page, moi je peux donner un rendez-vous, c'est le 29 avril 2022 à Trois-Rivières. Alors j'attends toute la jeunesse, à tout le moins celle de Trois-Rivières ou du Sud-Bastère, et leur dire que le président du conseil régional sera là, moi-même je serai présente, tous les acteurs de la formation qui sont en lien avec le page, et ils sont nombreux puisqu'on a 42 actions, seront présents et ce sera l'occasion justement de débattre de tout sans tabou. Mais pour débattre de tout sans tabou, encore faut-il que les jeunes viennent. Donc je leur donne un rendez-vous, je leur lance le défi qui est celui de venir s'informer avec tous les acteurs de la formation professionnelle et d'autres acteurs et voir, eh bien, s'ils ne sont pas encore insérés ou s'ils ne sont pas encore dans la voie de l'insertion, eh bien, voir ce qu'ils peuvent faire, eh bien, avec leur profil, en fonction de leur caractère. Mais en tout cas, je les invite à se déplacer et à venir nous voir. Et comment on fait pour celui qui ne veut pas venir? Eh bien, vous savez, on a la région à domicile. Le page va dans les communes. On ne peut pas, sans faire une atteinte à la vie privée ou une intrusion dans le domicile, rentrer chez eux. Mais on le fait. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui vont se dire, je me fie vraiment à l'avocat, hein, oui. À ceux qui vont dire, ouais, de toute façon, il y a un millefeuille administratif, ça prend trop de temps et finalement, je ne vais pas plutôt. Eh bien, tout cela, je leur dis que la région Guadeloupe, moi je parle pour la région en tout cas, la lenteur administrative dont on parle, hein, non pas seulement pour la région Guadeloupe, mais pour d'autres, eh bien, nous avons véritablement ardemment travaillé là-dessus. Le président et l'ensemble des conseillers, voire même les administratifs, nous avons travaillé. Moi, je donne un exemple. Pour les aides individuelles à la formation professionnelle, aujourd'hui, on est dans un délai à peu près de 4 à 5 mois. Pourquoi? Ça veut dire que la demande, elle arrive en région. Ensuite, dès qu'elle est arrivée en région, elle passe en commission formation professionnelle, c'est-à-dire celle que je préside, dans le mois. Et le mois d'après, elle passe en CP. Ensuite, c'est mis en paiement, si le dossier est éligible. Ça veut dire que ça va beaucoup plus vite et ça se ressent d'ailleurs. Et je remercie toutes les personnes qui nous le disent parce que ça permet aussi de dire aux administratifs, on continue, pédaler, on va plus loin parce qu'on voit le bout du tunnel. Je leur dis donc, on a toujours des améliorations puisque la perfection n'existe pas. Mais à cela, je leur dis, déposez le dossier. On compte assurément le délai et vous verrez, vous et moi, que le délai administratif, en tout cas régional, en matière de paiement et d'instruction des dossiers, eh bien, est devenu véritablement un délai raisonnable. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des exceptions, mais nous sommes là aussi pour gérer les exceptions, les cas exceptionnels et les cas d'urgence. C'est ça, très bien. Et, sachant aussi que il faut être ambitieux lorsqu'on s'adresse à la jeunesse, mais il faut aussi, se satisfaire de petites victoires. Il ne faut jamais cesser d'informer parce que malgré effectivement l'information au nombre, par différents canaux, on se rend compte à chaque fois que nous rencontrons des jeunes qui n'ont pas eu accès à telle ou telle information qui peut être décisive dans le cadre de son parcours. Donc il faut continuer, persévérer
quant à l'information, il faut co-construire, parce que je pense aussi que les jeunes ont besoin de l'entendre. Il ne s'agit pas de décider à leur place, mais de décider avec eux. Et c'est l'engagement, effectivement, que nous prenons avec eux, notamment avec les conseillers Pôle emploi qui sont mobilisés spécifiquement pour l'accompagnement de ces jeunes. Cette co-construction avec une orientation vers les partenaires les mieux à même de répondre à la problématique qu'ils rencontrent. Donc, je pose la même multiplier. question que Jennifer. Hein. Mhm. Je suis un jeune, je me dis Pôle emploi, mais non, j'y vais pas. De toute façon, Ben, ouais. ça va prendre 5 mois, on va jamais me répondre. Gilles ne va pas me répondre et voilà. Quand Alors c'est fini. aujourd'hui, par exemple, Kenny, nous avons mis en place un dispositif, les contrats d'engagement jeunes, Ouais. où nous avons un conseiller qui a, entre guillemets, 30 jeunes qu'il peut suivre. Avec 30 jeunes, le conseiller connaît le jeune sous le bout des doigts. Quand je dis qu'il connaît sur le bout des doigts, c'est-à-dire qu'il peut avoir une relation personnalisée avec ce jeune et l'orienter, l'accompagner, l'aider, pas forcément en personne, mais il peut bien justement solliciter des services de jeunesse outre-mer, peut solliciter des services de fort alternance, il peut orienter vers un dispositif de la région, mais le fait d'avoir 30 jeunes en portefeuille permet cette proximité, cette personnalisation, intensification des relations, parce que dans le cadre du contrat d'engagement jeune, il y a la notion d'engagement, donc le jeune s'engage à mener par semaine 15 heures d'activité, mais co-construite et décidée avec le conseiller. Donc aujourd'hui, les réponses sont présentes. N'hésitez pas à taper à la porte de Pôle emploi, à la porte des associations, à la porte de la région, à la porte des organismes de formation, à la porte de la mission locale, de la PEC. Jennifer Lino en a parlé de Cap Emploi. Les structures sont prêtes à accueillir les jeunes et trouver les réponses pour les aider à s'insérer. En tout cas, c'est comme pour le loto, hein, celui qui n'a pas joué ne peut pas gagner. Hein. Donc, c'est vrai, n'hésitez pas à Tu as joué au taper. loto ou pas? Tu as joué ce soir ou pas? Non, je sais pas. Non, Non, mais voilà, c'est une image. Mais l'idée, c'est vraiment qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter. Alors, parfois, il y a de la déception au bout, mais il y a parfois de très belles réussites. C'est ça, Et franchement, si on n'essaie pas, on ne peut pas réussir. Il faut libérer la parole et il faut vraiment qu'on soit tous unis pour ça. Il y a des très belles réussites. Oui, un jeune comme Kenny Piperol qui rêvait de faire du bateau, mais qui a fait community manager chez nous, formation numérique, etc. Mais aujourd'hui, on voit où il en est arrivé. Grâce à tous Accompagné les acteurs. par la région. Exactement. Largement accompagné par la région. Oui, on espère qu'il sera bien classé. Non, mais c'est merveilleux. Enfin, c'est vraiment l'accès à une réussite. Les jeunes monteurs vidéo que Dali a pris en formation, pareil, ils rêvaient d'être monteurs vidéo, ils rêvaient de pouvoir... voilà, c'est réussi. C'est quand même de très belles choses, mais grâce à tous, en fait. C'est vraiment Tout ça. à fait. C'est là où on parle de réseau. Voilà. On parle Et vraiment, tu as souligné aussi quelque chose de très important, c'est les personnes en situation de handicap. C'est très important. On en a 14 en ce moment au centre. Et ça... Voilà, on ne sait pas. C'est peut-être des handicaps visibles ou invisibles, enfin, ça dépend comment on le perçoit. Mais en tous les cas, c'est une formidable réussite. Et ça, c'est grâce au Cap Emploi, à tous les acteurs. Et moi, il n'y a pas un jeune qui ressort de chez Fort à qui je n'ai pas dit, ceux qui viennent en ce moment, allez vous inscrire au Pôle emploi et à la mission locale. Ils me regardent un peu interloqués et je leur dis, mais c'est indispensable. C'est vraiment indispensable aujourd'hui. Alors, sur cette question, pourquoi c'est pas un réflexe? Pourquoi il faut leur dire ça? C'est ça que je comprends. Parce que là, on parle d'action, on voit qu'il y a pléthore de choses qui existent. Pourquoi tu es obligé de leur dire d'aller s'inscrire au Pôle emploi ou d'aller sur les programmes régionaux? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on arrive, nous, à casser l'image d'une administration froide. Et les initiatives que nous prenons aujourd'hui, dans le droit fil, par exemple, du PAI, c'est aller vers au plus près de là où ils sont. Peut-être créer du lien également avec ceux qui peuvent être des relais d'influence, qui peuvent expliquer, parler de leur réussite. Lorsqu'on invite des personnalités, on en a cité, eh bien, ce n'est pas simplement pour les inviter, les avoir à nos côtés, c'est pour qu'ils puissent également témoigner qu'à un moment donné, un acteur qui peut représenter, entre guillemets, l'État, que ce soit Pôle emploi, que ce soit la mission locale, que ce soit la PEC, etc., eh bien, a su leur donner le coup de pouce décisif pour pouvoir faire aboutir leur projet. Hier, effectivement, dans le cadre de la manifestation, nous étions invités au sein du RSMA, eh bien, on a vu que le parcours réussi d'une jeune qui témoignait, mais on a vu que ce parcours n'était pas un parcours linéaire. C'était un parcours qui a,
qui a nécessité l'intervention de plusieurs acteurs, jusqu'à aujourd'hui où elle peut témoigner d'une insertion quasi réussie au sein d'un grand groupe. Ouais. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour un jeune de franchir les portes de Pôle emploi parce qu'on a une image négative. Il y a plein peut-être de... Je ne suis pas sociologue, mais on pourrait peut-être l'expliquer. Mais une chose est sûre, nous sommes présents pour pouvoir répondre à leurs demandes. Et je le répète, quand nous ne sommes pas les plus qualifiés pour faire, on n'hésite pas à orienter vers ceux qui savent faire. Et surtout, vous innovez dans les modes de communication comme ta tenue sportive la dernière fois. Voilà. C'est un petit clin d'œil. J'espère qu'il le remarque et qu'il voit effectivement que nous essayons de casser cette image froide de l'administration. Jennifer, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Pourquoi? Tout à fait. Moi, je dis en fait une chose, il faut du courage. Première chose, pour le jeune, il faut du courage et de la détermination. Nous, c'est vrai que nous sommes là pour casser un peu cette image froide, cette image très distante avec l'administration. Mais il faut aussi la volonté et la détermination. Et nous l'avons vu. Vous savez, nous, à la région Guadeloupe, quand nous faisons les tours des centres de formation, moi, je prends beaucoup de plaisir avec les petites réussites. Je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Il y a 2 semaines, je suis allée dans un centre de formation qui est axé sur l'illettrisme. C'est vous dire que la personne qui va ressortir dans les 5-6 mois après du centre de formation, elle n'aura pas un master, elle n'aura pas... Non, c'est un autre public. Mais elle en ressort avec une estime de soi, une confiance en soi. Et le rêve de cette dame, c'était quoi? C'était de prendre l'avion pour aller, je prends l'exemple systématiquement, prendre l'avion pour aller voir ses 11 enfants en métropole parce qu'elle ne savait pas déchiffrer sur les tableaux eh bien, que c'est tel vol à telle heure et tel hall. Donc nous, la région, mettre en place ce type de formation, c'est bien. Mais vous voyez aussi le courage et la détermination que peut avoir cette personne de franchir ne serait-ce bien, que le pas et de dévoiler son handicap au grand jour, qui est un handicap. On a le regard des autres. Et elle dit, je suis déterminée, je vais y arriver. Et à la fin, eh bien, elle commence à déchiffrer les choses, à tel point qu'elle se sent émancipée, elle se sent forte. Et c'est ça aussi, eh bien, la réussite de la région Guadeloupe. C'est-à-dire que nous mettons en place des petites actions, mais quand nous couplons à tout cela, eh bien, la volonté et la détermination de toutes les personnes, on ne peut pas avoir tous des parcours linéaires. C'est le cas de la jeune que nous avons vue hier au RSMA. Elle a commencé en voulant faire quoi? Un diplôme dans la coiffure et l'esthétique. Aujourd'hui, elle est dans l'accompagnement d'une administration, d'un grand groupe, où elle va être certainement dans un poste qui n'a rien à voir avec. Mais pourquoi? Parce qu'elle a, eh bien, elle a gravi les échelons, elle a pris confiance en elle, elle a eu des compétences. Aujourd'hui, elle est en licence, alors qu'elle est rentrée en CAP pour un CAP. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une fille qui est quasiment insérée. Et elle le dit, moi, je n'ai pas forcément travaillé qu'avec Fort, qu'avec Pôle emploi. J'ai eu le Pôle emploi, j'ai eu Fort, mais j'ai eu un moment un coaching, j'ai eu un moment la région Guadeloupe qui a fait une intervention. C'est vous dire que nous sommes dans une espèce de jeu collectif. On n'a pas tous le maillot, on n'a pas tous le maillot, en tout cas la tenue sportive, mais nous sommes des sportifs du quotidien. Très belle tenue, Gilles, en plus. Hein. Merci. Donc j'ai bien noté cette notion de courage hein, et surtout de persévérance, qu'un trajet n'est jamais linéaire et que l'échec fait partie du trajet. Et lorsqu'on échoue, ben, on apprend surtout. Comment tu vois ça, Victoire? Toi qui es en contact avec les jeunes de ton association, est-ce que c'est sans ce courage chez eux ou est-ce que c'est facile hein? Parce qu'il y a certains jeunes qui n'ont pas forcément de difficultés pour avancer dans la vie. Comment tu vois ça, toi? Alors, je parlerai... Déjà, en fait, il y a un entretien qui est fait avant de rentrer dans le dispositif. Donc, on teste la motivation. Donc, on voit qu'ils sont motivés, qu'ils veulent changer les choses. Et quand ils arrivent, on met les choses en œuvre. Mais je parlerai de moi parce que je fais partie de l'association Jeunesse Outre-mer, mais je suis également jeune. Du coup, tu as moins de 40 ans. Et moins de 40 ans, c'est ça. Et du coup, je connais tous les organismes, donc je suis passée par là. Et quand je veux appuyer, j'espère vraiment que ça va... qu'on pourra m'entendre parce que je suis dans le lot également. Et les choses ont vraiment changé. Niveau Pôle emploi, la région, j'ai fait même une formation à Fort Alternance. Ça s'est très bien passé à Fort Alternance. Mais quand ils ont dit qu'ils veulent bannir ce qu'on a mis autour du Pôle emploi et de la région, où les délais sont excessivement longs, le Pôle emploi, ben, on ne va pas trouver de travail avec eux parce qu'il faut effectivement bannir cette image. Parce que du coup, j'ai fait partie de ce petit chemin
Mais là, je fais partie de l'association et je suis en collaboration directe avec eux. Et je vois que les choses bougent, je vois que les choses ont changé et je vois qu'ils sont vraiment impliqués. Parce que, je répète encore, on a d'autres partenaires, et on les remercie, mais eux aussi, ils sont là pour nous accompagner pour tout ce qu'on est en train de mettre en place. On a des insertions. On a accompagné 24 jeunes pour le premier dispositif et on a 22 d'insérés, mais on n'a pas fait le travail seul. On l'a fait avec des bénévoles investis, avec des partenaires qui étaient présents et impliqués dans tout ce qu'on faisait. Donc, oui, les choses ont changé. Oui, on est impliqué et on essaie de vraiment rester connecté. C'est ça la particularité. Comme Mme Linon dit qu'ils vont mettre en place bientôt, ils allons nous donner rendez-vous bientôt. Et est-ce qu'ils vont venir? Et la particularité, c'est qu'on a maintenant des associations avec... On est là ensemble, en fait, en soi. On a la possibilité de faire passer cette communication. Et si on a, nous, un groupe de jeunes qui ont confiance en nous, la jeunesse impliquée, et on connaît et on est dedans. Donc, c'est là où on parle de puissance, de réseau, d'union. Et on peut relayer l'information pour que, déjà, l'image change. Et puis se dire que, oui, les choses bougent, d'arrêter de se mettre des fausses idées. Donc c'est ces ambassadeurs qui sont en charge maintenant de transférer la bonne information et surtout de changer la vision. En fait, c'est ça, Jeunesse Outre-mer, en soi. Jeunesse Outre-mer, c'est pas forcément que vouloir insérer, on a créé une association pour... Non, Jeunesse Outre-mer, c'est vraiment pour... On se dit qu'il y a des dispositifs qui existent, on se dit qu'il y a des acteurs qui sont là tous les jours pour essayer d'améliorer les choses. Donc, pourquoi pas se mutualiser, mettre en relation, mettre en lien en fait tout ce qu'on fait et puis on relaie les informations comme elles ont dit, c'est-à-dire voilà, aujourd'hui on peut pas parce qu'on peut pas traiter ce groupe de jeunes, mais on va renvoyer vers Jeunesse Outre-mer parce qu'ils font de l'accompagnement, du coaching, RH, au moins ça avant, en amont, et après on renvoie vers nous parce que le travail aura déjà été fait. Si on travaille comme ça en toute intelligence, mais on peut qu'avancer et justement améliorer même des dispositifs. Très bien. Je voulais aussi poser la question à Fort. Comment vous mettez en place des formations innovantes? Parce qu'on parle de formations innovantes sur des domaines qui ne sont pas forcément très très répandus, mais comment vous mettez ça en place? On étudie les besoins quand même, effectivement, du bassin. Et puis c'est à la demande des entreprises aussi. On repère des besoins parce qu'on a quand même beaucoup d'employeurs qui nous appellent. Et ça bouge tout le temps, en fait. Effectivement, à certaines périodes, c'est le numérique. À d'autres périodes, on a beaucoup de besoins en logistique. Après, on voit qu'il n'y a rien de figé. Ça bouge énormément, mais on essaie d'innover tout le temps, par contre. C'est vrai que chaque année, on développe. On essaie d'ouvrir des nouvelles filières. On écoute les jeunes aussi, tout simplement, parce que premièrement, c'est quand même eux qui viennent en disant moi, je voudrais, comme on l'a dit, être serveur ou monteur vidéo, ou moi, je voudrais faire de la communication. Donc, on a monté un BTS communication. Voilà. Je voudrais recycler des objets. Donc là, en ce moment, il y a une formation sur le recyclage. Il y a plein de choses, quoi. Et c'est ça, la force, c'est cette innovation. Et je rebondis toujours sur ce que vous dites tous, c'est-à-dire que seul, on ne peut pas. C'est nous, ensemble, mais seul, on n'arriverait pas à faire quelque chose. Moi, je joue avec Jacqueline, on nous appelle les drôles de dames, mais c'est vrai que nous sommes complémentaires. C'est notre grande force, c'est d'être plusieurs et d'avoir une équipe et de pouvoir avancer comme ça. On peut chacun amener notre pierre à l'édifice, mais ensemble construire. Très bien. Voilà. Je vous remercie pour cette première édition. Merci. Elle est passée vite l'heure. C'est nous. Débat très très constructif et moi je retiens une chose, c'est qu'ensemble on va plus loin, ça c'est l'adage qui peut être repris et qui est toujours indémodable, mais surtout c'est cette notion de courage et de persévérance qui doit animer tout un chacun. Je vous donne rendez-vous moi au fin du mois, le 29, pour la 2e édition de Territoires d'Innovation. Merci. Au revoir. Merci. Au Au revoir. À bientôt. Audio Jungle.